Bonjour. Nous allons vous présenter notre projet qui s'intitule Deal or No Deal End-to-End Learning for Negotiation Dialogues. Dans un premier temps, nous verrons une brève introduction suivie de la collecte des données, le modèle basé sur la vraisemblance, l'entraînement basé sur le but, le décodage basé sur le but, l'expérience et finalement l'analyse avec une conclusion et les travaux liés. La méthode Self-Play sont des modèles préentraînés qui s'entraînent en négociant entre eux. On verra qu'ils ont montré de très bonnes performances contre les humains. D'un autre côté, une autre méthode est le dialogue Rollout qui lui vise à simuler les dialogues au complet pour estimer les gains des possibles actions. Et ils ont donné non pas des bonnes performances contre les humains, mais également contre les machines. Les modèles, au cours de l'entraînement, ont développé des techniques sophistiquées, par exemple le faussement d'intérêt pour un certain objet. Comme mentionné précédemment, la base de données est constituée de dialogues de négociation entre humains. Durant ces conversations, on montre à chacun l'ensemble des possibles objets ainsi que leurs valeurs associées, comme on peut voir sur la figure 1. Chacun leur tour, les interlocuteurs prennent la parole pour arriver à un consensus final, comme on peut le voir sur la figure 2. Lorsque ce consensus final est indiqué par l'un des interlocuteurs, chacun d'entre eux dit de façon indépendante ce que comprend l'accord. Si l'un d'entre eux ne stipule pas les mêmes faits, chaque joueur reçoit 0 point. Sinon, ils reçoivent les points pour chaque objet en leur possession. La tâche à effectuer lors des dialogues est une tâche de négociation multi-enjeux. Chaque agent possède la même collection d'objets et a pour but de diviser ces objets entre eux. On donne à chaque agent une fonction de valeur pour les objets qui est différente et aléatoire et qui suit les règles suivantes. Premièrement, le total des points pour chaque catégorie d'objets est égal à 10. Ensuite, chaque objet a une valeur non négative pour au moins un des agents. Finalement, certains objets ont une valeur non négative pour les deux agents. Ces règles mises en place permettent d'assurer que les deux agents ne peuvent pas recevoir un score maximal simultanément. Après 10 tours, les intervenants ont la possibilité de terminer les négociations sans arriver à un processus. Cette action verra l'attribution d'un score de 0 points pour les deux interlocuteurs. Pour cette base de données, 3 types d'objets ont été utilisés, comme le livre, le chapeau et une balle de basket, dans une quantité comprise entre 5 et 7. La récolte de données s'est faite par le biais d'Amazon Mechanical Turk, qui est un service de micro-travail, effectuer des tâches complexes par des humains rémunérés. La plupart des personnes ayant participé à la création de la base de données sont situées aux États-Unis. Un total de 5808 dialogues basés sur 2236 situations uniques, où une situation unique est définie comme des valeurs d'objets jamais rencontrées auparavant, ont été recensés. L'ensemble de tests utilisés sera constitué de 252 situations uniques avec 526 dialogues. Ma collègue vous a présenté la collecte de données. Je vais vous présenter le modèle. Dans l'article, le modèle de base pour un agent conversationnel est un modèle basé sur la vraisemblance par rapport aux actions d'un agent humain. Tout d'abord, nous allons voir comment les données sont représentées pour l'entraînement, puis comment se passe l'apprentissage supervisé, et enfin le décodage, c'est-à-dire l'utilisation de l'agent dans une négociation. Pour la représentation des données, nous avons récupéré beaucoup de dialogues. Chaque dialogue peut être divisé en deux, car il y a deux perspectives, un par agent. Il y a donc deux exemplaires de données par dialogue. Chaque exemplaire de données va contenir des entrées G, contenant le nombre de chaque objet et leur valeur pour cet agent en particulier. Un dialogue X, où chaque mot est mis sous forme de token, avec des tokens spéciaux pour spécifier la fin et le début de tour de parole de l'agent. C'est donc le token write and read, qui sont inversés entre les deux perspectives. Et finalement, elle contient aussi une sortie O, avec le nombre de chaque type d'objet assigné à chaque agent. Pour ce qui est de l'apprentissage supervisé, l'entraînement se fait sur un réseau de séquence à séquence pour générer la perspective d'un agent sur le dialogue, tout ça conditionnellement aux objectifs en entrée de l'agent. C'est donc un modèle qui utilise 4 grous. Le premier grou sert à l'encodage des entrées G, qui est donc le nombre des objets et leur valeur, qui permet d'obtenir HG, l'état final de l'encodage. Une fois cela obtenu, le modèle prédit chaque mot suivant conditionnellement aux entrées et au token précédent avec gros W. Et donc pour chaque mot, il va obtenir le HT suivant. Et grâce à ça, il va pouvoir prédire la probabilité que ce soit un certain token avec un softmax.
Ce qui est intéressant, c'est que lors de l'apprentissage, le modèle prédit les mots de chaque agent, donc les mots qu'il va écrire et qu'il va lire. Le dialogue termine lorsqu'un token de fin de dialogue est émis. Alors, le modèle va générer chaque sortie conditionnellement indépendamment les unes des autres. Pour ce faire, il utilise des classificateurs séparés qui vont tout de même partager les mêmes groupes bidirectionnels, c'est-à-dire gros O dans chaque côté. Une fois que les équations ci-dessous sont réalisées, il est possible de calculer la probabilité de chaque output grâce à une fonction softmax. Bien sûr, le but d'un modèle est de minimiser un coût. Dans notre cas, il s'agit d'une log vraisemblance, la log vraisemblance négative de la séquence de tokens, c'est-à-dire le dialogue, conditionnellement aux entrées G, moins la log vraisemblance des sorties, donc O, conditionnellement au dialogue X et aux entrées G. Voici donc la formule. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle va être ainsi entraîné à limiter les humains pour parler couramment une langue. Aussi, contrairement à beaucoup de modèles dans la littérature, les mêmes paramètres sont utilisés pour l'embedding des mots, pour la lecture et pour la génération de ces mots. Le décodage, c'est l'interprétation des sorties de l'agent pour faire une négociation, c'est-à-dire que le modèle est utilisé comme dans une conversation face à un autre agent, qui peut être humain ou non. Ainsi, lors du décodage, le modèle doit choisir un mot, donc token, suivant, conditionnel à l'historique du dialogue, grâce à la fonction vue précédemment, donc la fonction le résultat du softmax de GRU W. Donc il fait ça pour chaque mot. Enfin, des fois, il va y avoir un token de fin de tour qui va être généré, et là, le modèle va encoder la série de tokens générés par l'autre agent, avec lequel il converse, jusqu'à que ce soit de nouveau son tour. Le dialogue se termine, bien sûr, lorsqu'un token de fin de dialogue est émis, par n'importe lequel des deux agents. Alors, les outputs sont choisis, chacun avec un argmax sur le produit des probabilités des sorties, en s'assurant que la sortie est faisable tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'assurer qu'un item n'est pas assigné à chacun des agents, mais une seule fois. Ici, on voit la différence entre l'apprentissage supervisé et le décodage. En effet, on voit que dans l'apprentissage supervisé, le modèle va générer les mots lors du read, alors que dans l'autre cas, dans le décodage, les mots du read vont juste venir de l'autre agent. L'apprentissage supervisé vise à imiter le comportement humain et non maximiser le but de l'agent. Ils ont donc essayé des modèles pré-entraînés avec de l'apprentissage supervisé qu'ils ont ensuite ajustés avec des métriques d'évaluation de performance en utilisant de l'apprentissage renforcé. Deux méthodes ont été utilisées. Premièrement, l'agent A essaye d'améliorer ses paramètres en fonction de sa conversation avec l'agent B, ou alors l'agent A essaye de s'améliorer en simulant les conversations. Concrètement, comment ça se passe? L'agent A lit les buts nommés G, il génère ensuite ses tokens, et puis il va lire les tokens générés par l'agent B. Cette partie se répète au fur et à mesure jusqu'à ce que l'un d'entre eux émette un token de consensus. Suite à cela, les deux agents diffusent leur sortie nommée O et récupèrent leur récompense. Après qu'un dialogue a été généré, on met à jour les paramètres des agents A basés sur sa négociation avec l'agent B. On définit la future récompense R d'une action appartenant aux actions générées par l'agent A, comme ci-dessous. R de l'action XT est égal à la somme des gamma puissance T moins T factorielle de R à la puissance A de O moins mu, où R puissance grand A équivaut au score de l'agent A, grand T la longueur du dialogue, gamma le facteur de remise, et mu la moyenne cumulative des récompenses sur l'ensemble du dialogue. Nous pouvons voir également la figure à droite qui est un exemple d'algorithme de dialogue rollout. Donc, quant au décodage basé sur le but, on parle ici de la situation où est-ce que l'agent adversaire à notre modèle propose une offre, et donc notre modèle a essentiellement deux choix. Le premier choix est d'accepter l'offre, qui est l'option qui va maximiser la fonction de vraisemblance ou de likelihood, puisque dans la plupart des cas, dans les données d'entraînement, l'acceptation d'une offre menait à une solution positive. L'autre option est de fournir une nouvelle proposition. Cette nouvelle proposition est potentiellement plus bénéfique pour le modèle, mais
ne maximise pas la vraisemblance, puisqu'il a aussi beaucoup de potentiel d'échouer. Euh, Par contre, la maximisation de la récompense plutôt que la vraisemblance permet aussi des options de dialogue plus intéressantes et complexes. Plus concrètement, ce que le modèle doit faire, c'est rendu à cette étape, générer toutes les séquences de phrases jusqu'à la fin, jusqu'à l'acceptation d'une offre. Et pour chaque séquence de phrases possible, euh, en calculer la récompense qui va être obtenue, ainsi que la probabilité de chacune de ces séquences. Euh, cette pondération par la probabilité évite des situations où les agents vont proposer des situations différentes et donc finir avec une récompense de zéro. Bonjour, je m'appelle Stéphane Burwash et je vais maintenant vous parler de la phase expérimentale de ce papier. Donc tout d'abord, je vais vous parler des détails de l'entraînement, ensuite de la comparaison des différents systèmes, de l'évaluation intrinsèque et finalement de l'évaluation bout à bout. Donc tout d'abord, il faut savoir que ce projet a été implanté complètement avec PyTorch. Aussi, voici un tableau des différentes tailles des embeddings des différentes couches. Donc, tout d'abord, pour l'entraînement supervisé, nous avons plusieurs hyperparamètres, notamment un mini-batch de 16, un taux d'apprentissage initial de 1, un moment de Nesterov de mu égale 0,1. Et pour ceux qui ne le savent pas, le moment de Nesterov est une couche qu'on peut ajouter à l'algorithme SGD, donc Stochastic Gradient Descent, qu'on a vu en cours. Et ceci s'apparente à Adam, donc vient varier le taux d'apprentissage au cours des epochs. Maintenant, c'est important de savoir que ceci n'est pas un autre algorithme comme Adam Lay. C'est vraiment une couche qu'on apporte à SGD. Finalement, aussi, on a le seuil de la norme L2 pour un découpage de gradient de 0,5. Donc, encore, ceux qui ne le savent pas, le découpage de gradient est quelque chose qu'on vient apporter pour essayer d'empêcher le problème de exploding ou vanishing gradient qu'on a vu beaucoup dans ce cours. Et ça vient normaliser un gradient qui irait en haut de ce certain seuil pour le rapprocher de ce seuil. Finalement, un nombre d'époques de 30. Donc, la sélection du meilleur modèle se fait par rapport à sa valeur de perplexité que nous pouvons voir à l'écran. Donc, suite à l'entraînement supervisé, on fait un annealing du taux d'apprentissage par un facteur de 5 par époque, évaluation des facteurs grâce à la fonction de perte, tout ce que nous avons vu dans ce cours. Donc, il est important de savoir pour cet entraînement que aucun entraînement a été fait sur des situations où est-ce que les deux humains, lors de l'entraînement, ne se sont pas entendus. Et aussi, les tokens utilisés moins que 20 fois ont été remplacés par le terme unknown. Donc, suite à l'entraînement supervisé, nous avons l'apprentissage par renforcement, donc avec un taux d'apprentissage de 0,1, c'est la norme L2 de 1 et un facteur de remise de gamma égale 0,95. Donc, le facteur de remise est à quel point notre modèle va attacher de l'importance à atteindre son but. Et ensuite, à chaque 4 mises à jour de l'apprentissage par renforcement, on a une mise à jour supervisée avec les hyperparamètres que nous pouvons observer. Donc, nous savons que nous faisons une comparaison des différents modèles que nous avons vus dans les sections précédentes, donc likelihood, RL, rollouts et RL plus rollouts. Donc, tout d'abord, pour notre évaluation intrinsèque, nous avons fait une évaluation non seulement par rapport au input, mais aussi au dialogue précédent. Et ce que nous avons pu observer est que, tout d'abord, likelihood est l'implantation qui se rapproche le plus de la langue humaine. Aussi, les stratégies d'encodage-décodage causent une divergence de la langue humaine, mais ceci ne veut pas nécessairement dire une baisse de la qualité du langage, ça fait plus indiquer une autre stratégie. Finalement, pour l'évaluation bout à bout, on a évalué la performance entre les modèles par rapport à likelihood et les modèles par rapport aux autres humains. Aussi, nous avons fait une évaluation humain à humain pour un peu comparer les résultats. Donc, l'évaluation s'est faite par rapport à ces statistiques, donc le score de chaque agent sur une échelle de 1 à 10, l'entente, donc le pourcentage des dialogues où il y a une entente, et l'optimalité Pareto. Donc, ceci est le pourcentage de solutions Pareto optimales où chaque agent ne peut avoir un meilleur score sans diminuer celui de son adversaire. Donc, voici les résultats que nous avons obtenus. Donc,
il y a plusieurs observations à faire. Tout d'abord, nous pouvons voir que RL Rollouts et RL plus Rollouts ont de bien meilleurs résultats lorsqu'ils interagissent avec un modèle de vraisemblance. Donc, et ils ont aussi un Pareto élevé, ce qui démontre une meilleure exploration de l'espace des solutions. Ensuite, les meilleurs modèles obtiennent de meilleurs résultats que les humains, comme nous pouvons voir en comparant la table 1 et la table 2. Ceci confirme que maximiser la récompense est mieux qu'imiter les humains. Suite à ça, nous pouvons voir que lorsqu'on nous allons contre les humains, les modèles qui maximisent le but sont plus efficaces que ceux qui imitent les humains. Donc, encore nous parlons de rollouts et RL plus rollouts. Mais par contre, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a beaucoup moins d'entente, comme vous pouvez voir, le 57,2%. Ceci pourrait être causé par le fait que les modèles qui sont axés vers le but ont une stratégie beaucoup plus agressive. Pour entrer plus en détail dans les résultats obtenus, nous allons présenter les forces et les faiblesses du modèle. Une des premières forces obtenues par le modèle est que en utilisant les rollouts de dialogue et la maximisation de la récompense, plutôt que la vraisemblance, notre modèle menait à des négociations plus longues et agressives, ainsi qu'à des compromis plus intéressants. Un exemple d'un tel compromis est illustré à la figure 6, où est-ce que au départ, le modèle propose de garder les livres et les chapeaux, mais se corrige vers la suite en acceptant seulement un livre et une balle. Donc, on voit une évolution de ce que le modèle est prêt à accepter. Un autre fait intéressant est que le modèle a appris à être trompeur envers l'adversaire. C'est-à-dire que le modèle va simuler l'intérêt pour un objet qui, pour lui, n'est sans aucune valeur. On voit ce comportement justement à la figure 7, où est-ce qu'au départ, le modèle propose de garder les livres et les chapeaux, alors que les livres n'ont aucune valeur pour lui. Ce comportement lui met dans une position où est-ce qu'il est capable de mieux négocier par la suite et de faire des compromis plus intéressants. De plus, le modèle est capable de générer des nouvelles phrases significatives et même cohérentes en anglais qui mènent souvent même à des situations positives pour le modèle. En fait, 24% des phrases retrouvées ne se retrouvaient pas dans les données d'entraînement. Finalement, quant aux faiblesses du modèle, on remarque que l'augmentation de l'agressivité menait souvent à des problèmes, soit que l'adversaire soit frustré et qui refuse les offres proposées par le modèle. Puis en fait, le fait de refuser des offres d'un adversaire trop agressif est un comportement assez humain qui a été difficile à modéliser avec les stratégies utilisées. Un autre problème est que le modèle a tendance à reformuler la même phrase de plusieurs fois de suite ou à plusieurs séquences. Par exemple, à la figure 5, on voit que le modèle propose essentiellement la même solution une première fois et même une deuxième fois après que l'adversaire ait refusé la première fois, ce qui n'est pas vraiment cohérent. De plus, le modèle a de la difficulté à générer des séquences de plusieurs phrases consécutives de façon cohérente sans contradiction. On remarque que le modèle avait souvent tendance à commencer une phrase par une offre, puis ensuite une deuxième phrase qui avait une offre contradictoire, parce qu'il remarquait que dans les données d'entraînement, commencer par une offre finale et ensuite passer à l'offre voulue avait souvent un résultat positif. Finalement, malgré le fait que les phrases, le modèle ait produit beaucoup de nouvelles phrases, le pourcentage reste encore assez faible, alors que le modèle demeure répète souvent des phrases retrouvées déjà dans les données d'entraînement. Utilisons maintenant des travaux liés pour porter une conclusion sur notre article.
La plupart des travaux déjà existants sur les dialogues avec but utilisaient souvent des données dont l'état était annoté lors de la conversation, ce qui facilite notamment le raisonnement et l'aspect naturel des dialogues. Cependant, dans cet article, l'utilisation d'un modèle end-to-end facilite la collection des données et permet de répondre à des tâches où il n'y a pas nécessairement d'état dans la conversation. L'article utilise aussi les notions d'apprentissage supervisé avec objectif et l'utilisation d'apprentissage renforcé dans les modèles pour des dialogues, ce qui n'était pas encore fait. D'ailleurs, selon l'article, c'est un des premiers modèles à utiliser deux notions pour améliorer un dialogue avec but, notamment dans un dialogue pouvant se passer avec un humain. De plus, l'utilisation d'objectifs dans le but du modèle permet de facilement l'évaluer et donc de facilement l'améliorer. C'est ainsi une des premières approches pour la négociation qui apprend la compréhension, le raisonnement et la génération de dialogue sans que le domaine des données ait un impact. Finalement, l'ajout de rollout lors du décodage du modèle l'entraîne vers des utilisations du monde réel plus poussées.